Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 169e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 18 juin, il est exactement 9h08 et nous allons parler cette semaine de Coupe de l'América et de CLGP avec nos 2 invités qui ne sont autres que ceux qui, à partir de fin août prochain, tiendront la barre de l'AC75 du défi français Orient Express Racing Team, à savoir Quentin Delapierre et Kevin Péponnet, que nous sommes ravis de recevoir et qui sont tous les deux du côté de Barcelone. Salut Quentin, tu nous entends bien ? Salut Axel, ouais, tout va bien. Kevin, qui est dans une autre salle dans la base française à Barcelone. Bonjour Kevin. Bonjour. Eh bien, messieurs, on est très heureux de vous recevoir. On va longuement parler de Coupe de l'América, mais on va peut-être commencer cet épisode en évoquant l'actualité du circuit CLGP, dont la saison 4 touche à sa fin, puisque se dispute le week-end prochain le 12e et avant-dernier Grand Prix de la saison à New York. Le 11e a eu lieu les 1er et 2 juin à Halifax au Canada, avec à la clé une très bonne 2e place pour l'équipe française derrière la Grande-Bretagne, qui lui a permis d'effacer sa contre-performance du Grand Prix précédent aux Bermudes où elle avait terminé 9e. Au classement général, après 11 Grands Prix, la France occupe la 4e place derrière la Nouvelle-Zélande, solide leader, l'Espagne et l'Australie, alors qu'il ne reste donc que 2 Grands Prix à disputer, à New York, puis les 13 et 14 juillet à San Francisco, où se déroulera dans la foulée le 15 juillet la super finale de la saison 4, qui réunira les 3 premiers au classement général. Quentin, Kevin, revenons un peu sur les 2 derniers Grands Prix. Vous passez d'une 9e place aux Bermudes à une 2e à Halifax. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé ? On va commencer avec toi, Quentin. On a été très surpris aux Bermudes de finir 9e. On a clairement pas bien navigué alors qu'on était bien en place à l'entraînement. On se sentait vraiment fort avec une bonne vitesse, des départs plutôt bien en place. Et malheureusement, le samedi et le dimanche, les départs étaient moyens et surtout la tactique stratégie, on était un peu en berne, enfin même beaucoup. Et donc on a beaucoup perdu de place dans le champ, ce qui était pas trop à notre habitude. Et là, du coup, ça fait un très mauvais Grand Prix. Et au retour à Halifax, on s'est un peu remobilisé. Je pense que les points forts de l'équipe depuis un petit moment maintenant, c'est la vitesse en ligne droite et les départs, ainsi que les manœuvres. Et du coup, on a mis un gros poids sur la tactique stratégie pour que ça revienne au centre de la com. Et ça a plutôt très bien marché. On a fait un beau Grand Prix. La finale, malheureusement, on gagne pas le départ et puis on fait quelques crashs dans le champ, ce qui nous enlève la victoire, mais on était complètement en phase pour la gagner, donc maintenant on est concentré. Kevin, est-ce que c'est compliqué à chaque fois d'arriver sur le circuit CLGP ? Finalement, vous avez très peu d'entraînement, vous naviguez peu. Là, par exemple, vous allez partir à New York mercredi avec seulement peut-être 2 jours de navigation. C'est difficile à chaque fois de se replonger dedans ? Non, pas tant que ça. On arrive à switcher assez facilement d'un projet à un autre et on bosse. Voilà, on est sur Barcelone. Sur le projet Orient Express, mais c'est pas pour autant qu'on bosse pas CLGP et on analyse bien nos grands prix et les nouveaux axes de travail pour le Grand Prix suivant. Donc on reste quand même connecté à CLGP et le bateau ça commence ça fait quelques saisons qu'on navigue dessus, donc on arrive à prendre vite fait assez rapidement nos automatiques,
et à s'adapter à chaque fois. Ce qui diffère, c'est de s'adapter au nouveau plan d'eau. Donc, et en l'occurrence, New York, on n'a jamais navigué là-bas, ni pour Quentin ni pour moi, sur ce plan d'eau. Donc on découvre à chaque fois un nouveau terrain de jeu. Et c'est peut-être ça le plus compliqué, je dirais. Mais le bateau, il reste le même et on l'a déjà bien pris en main. Et est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles vous êtes plus ou moins à l'aise? Est-ce que vous avez tout à l'heure, Quentin parlait de points forts, la ligne droite et les départs, mais est-ce qu'il y a des conditions qui sont que vous préférez ou vous sentez mieux que d'autres? Euh, tu connais sûrement notre petit surnom, les barbares de brise. On aime bien la brise. On aime bien quand ça fuse, hein, quand il y a on est vraiment à la limite. On arrive à trouver, ouais, je pense qu'on arrive à trouver assez bien les curseurs risques. On gomme vraiment toutes les erreurs et je pense on arrive à trouver les points clés, les points essentiels dans la brise et nos manœuvres, notre vitesse et nos départs, ils sont, je pense par rapport à d'autres équipes, on est un cran au-dessus dans la brise. Enfin, en tout cas, dans la moyenne, on est dans la moyenne haute et on a bien bossé par contre nos points faibles de début de saison qui étaient la molle et je pense que là, à l'heure actuelle, on n'a plus de trous dans la raquette. Quentin, dans quel état d'esprit un peu vous allez débarquer à New York? Comme le disait à l'instant Kevin, c'est un plan d'eau que vous allez découvrir. J'imagine que c'est quand même assez excitant d'aller courir là-bas. Il sera situé où ce plan d'eau? Écoute, l'état d'esprit déjà, il faut profiter de chaque seconde parce qu'on est sur les deux circuits les plus incroyables à mes yeux. Et puis là, on va faire un Grand Prix, comme tu l'as dit, à New York entre Manhattan et la Statue de la Liberté. Donc ça, enfin voilà, c'est complètement fou. Il faut profiter du moment et par moment à l'entraînement ou entre les courses, peut-être regarder un peu autour de nous, puis s'imprégner du moment. Et puis ensuite, l'état d'esprit. C'est le GP, mais enfin, ce qui est assez intéressant, c'est que ça se joue vraiment sur pas grand-chose. Entre un départ gagné et un départ 5 ou 6e à la M1, honnêtement, dans l'analyse, il y a peut-être 50 mètres de différence sur la dernière manœuvre ou 10 secondes. Donc l'état d'esprit, il est assez simple. Il faut y aller en étant très serein, en étant convaincu qu'on a fait le travail tous les jours à Barcelone et dans l'analyse post-traitement de CLGP. Et que si on fait appel à notre instinct et notre savoir-faire, ça va passer. Je pense que moi, le premier, par moment dans la saison, j'ai peut-être été un peu impatient. Et au contraire, je pense qu'il faut que l'équipe se lâche en étant serein et en étant convaincu que si on fait les choses comme on sait les faire et comme on les a appris, normalement, ça nous met en finale, voire en tête d'un Grand Prix. Ce plan d'eau, tu vas le découvrir, hein. Est-ce que vous l'analysez en amont ou ça va être une totale découverte? Parce qu'on imagine que entre les gratte-ciel de Manhattan, il doit y avoir un petit peu de dévent, ça doit être un petit peu compliqué comme plan d'eau. Ouais, c'est marrant que tu me poses la question. On m'a posé la question il y a 2 jours. On n'analyse pas tant que ça les plans d'eau. Peut-être qu'on le fait pas assez. Mais c'est aussi pour une raison, c'est que CLGP, en gros, faut s'adapter je dirais, à chaque heure dans ce circuit. Et donc, si tu analyses un peu trop le plan d'eau en amont, tu peux aussi te mettre des concepts en tête qu'il faudra probablement balayer peut-être même 30 minutes avant le départ parce qu'ils auront décidé de tout changer. Donc, écoute, moi, je regarde pas trop en amont. New York, après, c'est un peu spécifique parce que suivant les directions, le vent il peut être canalisé ou non par Manhattan. Donc on va regarder ça d'un peu plus près, mais généralement on regarde pas tant que ça, sauf si on a comment dire des conditions molles de prévues et que du coup il faut adapter le poids pour optimiser la perf. Ouais. Kevin, toi aussi, il y a de l'excitation d'aller courir au pied de Manhattan, dans un endroit mythique comme New York.
Ah ouais, ouais, oui, oui. J'ai jamais mis les pieds à New York. On n'aura pas le temps de visiter, mais mais je pense ouais, il y aura on aura des images plein la tête et il y aura des belles photos à prendre avec la Statue de la Liberté en arrière-plan. Et ouais, je pense que c'est un lieu mythique. Vraiment hâte de découvrir l'endroit et sortir encore une finale et plus. Ouais. Justement, au classement, je le disais en introduction, vous êtes quatrième, vous avez 7 points de retard sur l'Espagne qui est deuxième et 6 sur l'Australie et seulement un point d'avance sur le Danemark. Ça va être très chaud pour aller chercher les trois premières places et pour gagner le droit de disputer la super finale à San Francisco, sachant que la Nouvelle-Zélande est assez large, a un petit peu de marge en tête du classement. Ça veut dire que vous n'avez pas trop le droit à l'erreur à New York, Kevin? Bah là, on arrive un peu dans le money time. C'est clair que il reste deux grands prix et c'est celui qui fera l'erreur qui s'éjectera par lui-même de la course à la finale. Donc voilà, on va pas non plus, on veut pas surjouer, on veut faire ce qu'on sait faire et, et mettre la pression aux autres équipages en lice, c'est sûr. Nous, l'objectif, c'est toujours le même, c'est la finale, et puis après, on redistribue les cartes après en finale, mais voilà, je pense que c'est une course, ouais, c'est une course à l'accès en finale, et faudra effectuer le moins d'erreurs possible pour y accéder. Ouais, est-ce que à ce stade, à 2 grands prix de la fin, de la super finale, on regarde un petit peu le classement et on peut peut-être commencer à se lancer dans des stratégies de marquage comme ce qui avait pu exister notamment avec vous les Anglais sur la saison précédente. Est-ce que c'est quelque chose auquel on commence à penser ou c'est difficile de faire des calculs compte tenu de l'homogénéité de cette flotte? Bon, on n'en a pas discuté, mais c'est sûr qu'on regarde à chaque fois ce que font nos adversaires directs. Et bah, on est content quand ils performent mal, quoi, c'est sûr, et forcément pour eux, c'est un peu, voilà, on surveille ce que font les autres et comme je te disais, l'erreur, enfin, on va pas se réjouir non plus d'une contre-paire, voire d'un crash ou autre d'un adversaire, mais on surveille ce qu'ils font et c'est un peu la course à l'élimination. Donc voilà, je pense pas on verra bah, la stratégie aussi de Quentin, qui c'est plutôt lui qui la détermine, mais on verra à l'approche de New York et sûrement à l'approche de San Francisco comment dans quel état et dans quel sera le classement à ce moment-là, mais je suis pas sûr qu'il faille regarder. Je pense qu'il faut juste donner le meilleur de nous-mêmes et le résultat viendra. Quentin, c'est un peu tôt encore pour faire des calculs? Ouais, surtout dans notre position. On est clairement dans une position de chasseur. On a assez fait d'erreurs dans cette saison pour faire, entre guillemets, enfin, pour trop anticiper ou pour établir une stratégie trop complexe. Comme a dit Kep, je pense qu'il faut juste être persuadé que ce qu'on sait faire, c'est gagnant et que tout notre jeu aujourd'hui, c'est de savoir délivrer ce qu'on sait faire. Et alors dit comme ça derrière un micro, c'est super facile et tout le monde va trouver ça évident. Sauf qu'une fois que bah, vous êtes devant la ligne de départ ou même dans le champ sur CLGP, bah, tout est plus compliqué pour la simple et bonne raison que c'est le meilleur du monde à côté, quoi. Et que voilà, je crois que New York et San Francisco, il va se passer plein de choses. Cette saison, il s'est passé plein d'événements incroyables qui étaient pas du tout prévisibles. Il y a rien qu'à parler de l'Australien Halifax qui dessale en début de saison. Il n'y a pas, enfin, qui que ce soit qui regarde cette GP aurait pu anticiper que l'Australien aurait dessalé cette saison. Donc voilà, nous, on est juste concentré sur ce qu'on a à faire. Et puis on fera une photo à la fin de New York et là on verra si à San Francisco il faudra faire du match race. Mais même avec du recul, Ben Hensley et les Anglais, ils nous ont pas battus à San Francisco en match race. Ils nous ont battus parce que il a pris le départ juste devant. Sauf qu'à une minute, on était libre et on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est nous qui n'avons pas su prendre le meilleur départ sur eux et ensuite le samedi, ils étaient techniquement au-dessus de tout le monde.
Ouais, ouais. Pour revenir à ce que disait Kevin tout à l'heure, est-ce que tu estimes que est-ce que c'est compliqué à ce stade de la saison de courir deux lièvres à la fois? Le projet Coupe de l'Amérique est bien évidemment très très engageant. Vous êtes à fond là-dessus. Et là, vous êtes obligé de couper pendant 5-6 jours pour aller à New York. Ce sera pareil dans un mois pour aller à San Francisco. Comment on gère ce double projet qui est sur deux circuits de très haut niveau, comme tu le rappelais tout à l'heure? Non, Kevin en a parlé tout à l'heure. En gros, les deux sont très complémentaires. Il y a CLGP qui nous garde dans la compétition de très haut niveau, où il y a absolument pas de développement technique. Et donc, quand on arrive à CLGP, on pose les valises et puis on est tout de suite concentré sur comment on fait pour délivrer la meilleure performance possible sans trop lancer de développement. Et à l'inverse, quand on rentre à Barcelone, là, on passe sur entre guillemets de la culture voile. On essaye de progresser en développant tout un tas de choses et surtout le bateau. Du coup, en tant que marin, on progresse aussi parce qu'on apprend à faire aller plus vite ce genre de bateaux qui sont finalement le 75 et le F50. Ils ont des caractéristiques différentes, des comportements différents, mais il y a quand même des philosophies qui se rejoignent et qui nous permettent quand on revient sur CLGP, être plus confiant sur ce qu'on fait ou au contraire changer un peu de direction. On l'a fait cette saison, notamment sur la manière de barrer au près, couplée au réglage de Kevin et à la hauteur de vol de Jason. En fin de compte, je pense qu'Orient Express Racing Team, c'est un challenge français sur la Coupe de l'Amérique qui est viable et légitime aussi parce que il y a CLGP qui est adossé et qui permet aux marins en fait de switcher de l'un à l'autre sans pour autant se disperser parce que les deux nous nourrissent. Ouais. Pour finir sur cette GP, Quentin, est-ce qu'aujourd'hui vous avez de la visibilité sur la suite, sur la saison 5? Est-ce que on est sûr qu'il y aura une équipe française au départ de la saison 5 dont les premières dates ont été annoncées récemment, avec notamment un Grand Prix en Suisse à Genève qui a été officialisé? On est sûr, non, on n'est jamais sûr. Maintenant, les marins, on sait très bien que on est là pour performer, pour amener l'équipe au plus haut niveau. Aujourd'hui, on discute avec énormément de partenaires potentiels. Je suis confiant sur le fait que CLGP France sera sur la ligue l'année prochaine, mais c'est aussi le model time commercialement parlant. Il faut redoubler d'efforts et signer les contrats pour qu'on puisse perdurer sur CLGP. Et voilà, encore une fois, je pense que Bruno Dubois, Stéphane Candler et Simon Ripaud, ils font un super boulot et tous les efforts vont payer. Parlons maintenant de la Coupe de l'América. On rappelle un peu le timing et le programme. Au niveau du timing, le 29 mai dernier, l'AC75 français a été baptisé à Barcelone, où l'équipe est désormais installée. Il a effectué sa première sortie tractée le 4 juin avant une première navigation le 6. Le programme des mois à venir est le suivant. Barcelone accueillera du 22 au 25 août l'unique régate préliminaire de la Coupe de l'América courue en AC75 et qui ne précédera que de quelques jours le coup d'envoi de la Coupe Louis Vuitton, à savoir les éliminatoires entre les 5 challengers de la 37e Coupe de l'América, dans l'ordre Ineos Britannia, Luna Rossa Prada Pirelli, Alinghi Red Bull Racing American Magic et Orient Express Racing Team. Cette coupe Louis Vuitton va durer du 29 août au 7 octobre. Son vainqueur défiera ensuite le Defender pour le match de la Coupe de l'América programmé du 12 au 27 octobre. Parallèlement, en AC40 vont se courir l'Ius America's Cup du 17 au 26 septembre, puis la toute première Women's America's Cup de l'histoire du 5 au 13 octobre. Voici pour le programme. Kevin, quand tu entends ces échéances à venir, ça t'inspire quoi? C'est de l'impatience, de l'appréhension devant le travail qui reste à fournir, d'autres sentiments? Raconte-moi un peu quand tu entends parler des échéances à venir, ce qui te vient à l'esprit. De l'impatience, oui, non, on est dans une phase de mise en service du bateau, donc là, chaque jour, on a un travail assez phénoménal, que ce soit dans l'équipe navigante mais
tout autant, si ce n'est plus, dans l'équipe du short crew et l'équipe technique. Et du coup, oui, on se projette assez vite sur ces échéances-là. Ça va arriver très vite et on a encore beaucoup à faire. Et voilà, on a hâte, en tout cas, de côtoyer les autres équipages sur le plan d'eau, sans pour autant pouvoir se comparer en vitesse et se rapprocher d'eux. C'est sûr que c'est un peu frustrant, mais ça donne un petit peu la couleur de ce qui nous attend bientôt, et on a hâte de se retrouver sur une ligne de départ et de régater contre ces équipes-là. Je le disais tout à l'heure, là, on a la C75 a donc été mis à l'eau le 29 mai. Aujourd'hui, on est le 18 juin. Combien de jours de navigation vous avez eu déjà sur le bateau, Kevin? C'est tout récent. Et je le disais, ouais, on est dans une phase de mise en service. On essaie de valider tous les fonctionnements, tous les systèmes du bateau. Et je pense c'est essentiel de passer par cette phase-là, parce qu'on rencontre forcément des petits soucis et on en valide d'autres. Donc cette phase-là, elle va durer jusqu'à ce qu'on ait plus aucun pépin sur l'eau et qu'on arrive à enchaîner toute une manche sans souci, en faisant 100% de vol. Et pour l'instant, on est bien engagé. Voilà, on a des super phases. Hier encore, on est proche de la performance attendue, et on a hâte de pouvoir régater encore et continuer à fiabiliser ce bateau qui est pour l'instant c'est un rêve de gosse, et c'est une machine de guerre qu'on a entre les mains et sous les pieds. Ouais, justement, on a très envie de vous entendre parler des sensations sur cette AC75. On va passer la parole à Quentin. Quentin, raconte-nous un peu les premières sensations sur ces 7, 8, 9 premiers jours de navigation sur l'AC75. Est-ce que c'est un autre monde par rapport à ce que vous avez connu sur les bateaux? Tu parlais du F50 tout à l'heure, ou même de l'AC40. Qui est une version un peu miniature? Ouais, c'est un autre monde complètement. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui dans le monde de la voile. C'est un bateau qui décolle avec 6 nœuds, 6 nœuds 5 de vent. Hier, il y avait 11 nœuds de vent. On était très vite au-dessus de 40 nœuds. Et en fait, c'est un package aéro et hydro qui est ultra performant. Il y a un appendice de moins dans l'eau par rapport à un F50. Il y a un package aéro qui est bien plus élaboré, et du coup ça fait une machine à la barre qui est incroyable. Et des fois je sais pas, le bateau il est juste ultra puissant, et surtout on est bien installé avec Kevin. Du coup il y a pas cette sensation qu'on peut avoir sur un F50 de cheval un peu fou, quoi. Là on est vraiment très bien installé, encastré dans le cockpit, et la notion de risque, elle vient bien après à F50, qui est techniquement bien plus dur à contrôler. Là, le 75, des fois, t'as presque envie de taper sur le compteur pour savoir s'il y a pas un bug, parce que t'es vite à des vitesses incroyables. Et en plus de ça, c'est des bateaux qui sont très bien équilibrés à la barre, donc voilà, c'est juste du pur plaisir par moment, quoi. Et puis en plus, là, je termine juste avec ça, ce qui est assez génial, c'est qu'on embarque les cyclistes avec nous qui n'ont jamais fait de voile. Et voilà, c'est incroyable de voir la naïveté de leur sourire à la fin de chaque nave, parce que c'est d'abord des athlètes de très très haut niveau dans leur discipline. Et du coup, ils ont un œil très fin sur la performance. Et dans le même temps, ils arrivent au plus haut niveau de notre sport sans jamais avoir fait une seconde de voile. Donc c'est génial. Ouais, c'est assez dingue. Est-ce que ces sensations, elles sont conformes à celles que vous éprouviez un petit peu sur simulateur? Parce qu'on rappelle que vous avez fait quand même un gros travail avec l'équipe de Benjamin Muil sur le simulateur développé par le défi français. Un simulateur, je suis pas sûr que tu puisses parler de sensations. Oui, ouais, mais en tout cas, ça, c'est proche au niveau de ce que tu imaginais. Ouais, au niveau des comportements, Benjamin sera content, mais effectivement, on n'est pas si loin.
Je sais pas si on est proche, mais on n'est pas si loin. En tout cas, les philosophies sont conformes à la réalité et c'est ça qui nous intéresse le plus. C'est d'avoir les tendances pour après les reproduire sur l'eau. Et si les tendances sont à l'opposé sur le simulateur, bah là, c'est des outils qui nous servent pas beaucoup. Or là, c'est plutôt conforme. Et ensuite, comme tu sais, le simulateur, le gros avantage, c'est que tu as besoin de 3 personnes pour le faire tourner. On peut passer entre 100 et 200 manœuvres par session. Alors que le 75, tu vois, là, pendant qu'on parle tranquillement, il est en train d'être gruté. Il faut entre 60 et 80 personnes pour l'opérer. Et puis, on a besoin de 5 heures de nav pour faire, par moment, moins de 30 manœuvres, quoi. Ouais, ouais, ouais. Kevin, raconte-nous un petit peu toi les sensations que tu as ressenties sur ces premiers jours de navigation. Est-ce que en écoutant Quentin, on sent qu'il a le sourire aux lèvres quand il en parle. Est-ce que c'est aussi le cas pour toi? Non, je dirais que je suis un petit peu blasé du projet du bateau. Euh, donc pour te dire, moi ce qui m'a vraiment surpris, c'est la puissance développée par le bateau et la légèreté avec laquelle tu peux le faire décoller. Tu vois, t'as l'impression d'avoir de pas être limité par ce bateau. Tu peux vraiment tout faire quoi. Et donc très puissant jusqu'à ce qu'il décolle et puis on décolle super tôt quoi. Avec le peu de vent, comme disait Quentin, on a besoin de 6 nœuds, 6 nœuds 5 de vitesse de vent. Et une fois en l'air, c'est la légèreté avec laquelle on peut le barrer. C'est un bateau de 6 tonnes 5, hein, donc on s'attend à ce que ça soit très très lourd, très très lourd à la barre. Et en fait, c'est super fin et les sensations sont très fines, comme sur un dériveur de 80 kilos, quoi. Donc je me revois, j'ai l'impression de barrer un petit peu un 4,70 en termes de sensations, mais Il nous reparle de son 4-7, c'est pas possible. il fallait que je le place. Mais à 40 nœuds VMG, quoi, c'est assez incroyable et puis surtout un bateau volant, quoi. Ça c'est on passe encore un step dans les sensations. Et là, la difficulté qu'on avait par rapport aux 40, forcément, c'est la gestion de l'énergie avec les cyclistes. Donc là, c'est une dimension en plus qu'on découvre par rapport aux navigations sur batterie avec le 40. Donc ça, c'est encore une phase super excitante à, à gérer et à trouver le bon curseur. Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer, Kevin, qui fait quoi à bord du bateau? Vous êtes combien et comment se répartissent les rôles? Ouais, je vais pas entrer vraiment dans le D'accord. détail, mais en gros, on a la possibilité tous d'être multitâches. Bon, certes, il y a que deux volants, il y a que deux barres. Donc, pour Quentin à tribord et moi à bâbord. Et après, on a beaucoup de fonctions qui sont dédoublées, voire détriplées, voire même quadruplées. Avec les 4 régleurs, on peut faire, en fonction des situations, en fonction de la manœuvre à adopter, on peut vraiment prendre le pas sur les réglages aéro, FOC, GV, l'énergie. On peut faire plusieurs choses et c'est ça qu'on développe dans notre fonctionnement. C'est de manquer un peu, de trouver les trous, parce qu'au final on est que 4 régleurs pour un bateau de 75 pieds, ce qui fait pas beaucoup. Et du coup on a beaucoup de contrôles, beaucoup de tâches à effectuer, et c'est pour ça qu'on a tous beaucoup de contrôles sur lesquels on passe. La mission passe d'un rôle à un autre, quoi. Et la tâche à effectuer, voilà, elle est à la fois sur le bâbord des fois, à la fois sur le régleur. Et ça, on est en train de développer tout ça. Et derrière, 4 cyclistes, enfin 4 cyclistes, mais ils sont deux équipes de 4 et qui donnent l'énergie au bateau pour qu'on puisse opérer toutes les manœuvres, tous les changements de voile, les changements les réglages de voile et garder le bateau en vol à 100% de la performance. Et ces cyclistes, ils pédalent en permanence ou ils ont des moments de pause parce que ça doit être dingue au niveau de l'effort physique. Pas vraiment, non, ils ont pas trop le temps de se reposer. Ouais, ils ajustent forcément
la dureté la dureté de leur effort en fonction de la manœuvre ou en fonction de certes, enfin, on a forcément moins de réglages à effectuer quand on est en ligne droite qu'en manœuvre, donc il y a quand même des points durs pour eux sur les manœuvres. C'est quand même plus compliqué pour eux et on peut pas non plus enchaîner des manœuvres illimitées, quoi, ce qu'on pouvait faire sur batterie. Là il faut qu'on compte. Mais on est on est dans cette découverte un peu de la gestion de l'énergie, savoir ajuster le curseur sur ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et, euh, et pour l'instant, l'équipe cycliste emmenée par Kylian Philippe, le préparateur, elle répond à nos attentes et ils sont plus qu'en forme. Quentin, c'est toi qui donne le tempo aux cyclistes quand tu mènes le bateau. Comment ça se passe exactement? Non, pas du tout. C'est Tim Lapo et Olivier Arlédan. En gros, l'idée dans notre équipe, que ce soit sur CLGP ou Orient Express Racing Team, c'est de responsabiliser chaque membre de l'équipe parce que tu peux pas tout faire et que je pense que la haute performance, c'est avant tout de faire confiance aux gens qui t'entourent. Et là, c'est Tim et Olivier qui, en fait, ont pas mal de fonctions de réglage de l'énergie à leur poste. Donc, ils doivent pédaler et en même temps avoir la lucidité de mettre les bons modes au bon moment. Voilà. Et l'idée, c'est que, par contre, Tim et Olive nous parlent à Cap et moi pour nous donner des retours sur est-ce qu'ils sont fatigués, est-ce qu'ils peuvent faire plus. Et par exemple, hier, tu vois, on est, comme disait Kevin, on est dans une phase de service du bateau et honnêtement, il y a quelques naves pour le moment qui sont un peu frustrantes parce que, comme tu l'envisages, je pense, il y a énormément de petits problèmes à gérer. Du coup, tu dois stopper le bateau. Et hier, on a eu très bonne phase de test. Et puis, Olivier, il commençait à me dire que ça devenait dur. Et là, par contre, je demande à pousser un peu plus pour un peu plus longtemps pour qu'en post-traitement, Franck Hamas, il ait un peu plus de données et qu'on puisse avancer aussi sur la perf. Ouais, bien sûr. Vous êtes donc deux barreurs, comme le disait Kevin tout à l'heure. Comment ça se passe entre vous deux? Comment vous communiquez? Qui a le lead? Raconte-nous un peu le fonctionnement à deux barreurs. Ouais, c'est effectivement c'est la spécificité de ces bateaux. Euh, pour moi, c'est une énorme plus-value parce qu'en fait, tu arrives par moment, Kevin fait des choses mieux que moi, par moment, je fais des choses meilleures que Kevin. Et le truc, c'est de faire aller le plus vite possible 75 pieds français. Et du coup, ça devient très sain, quoi. Après, moi, je suis barreur skipper, donc la seule chose qui diffère, c'est que, en gros, je suis en charge de l'intégrité physique des marins et du bateau. Donc il y a des calls de sécu où, là, même si c'est Kevin qui barre, je vais lui demander peut-être d'arrêter le bateau. Tu vois, par exemple, à Barcelone, on peut rentrer en volant dans le port. Le call de si on rentre ou pas en volant, c'est Kevin, il va me demander confirmation juste avant. Parce qu'en gros, si on le met sur le quai, c'est moi qu'on va venir voir. Ouais. Mais dans le même temps, c'est aussi très plaisant de rentrer en volant avec un 75 pieds dans un port industriel. C'est pas mal. Je Ouais, conseille. les Et voilà. images doivent être dingues. Et sinon, après, quand on est en régate et qu'on barre, en gros, c'est celui qui barre qui a le lead. Donc, en bâbord, c'est Kevin qui a le lead. Et après, on va switcher. En fait, ce qui est pas simple à gérer, c'est qu'on doit switcher entre la tactique et la barre. Et du coup, quand on se passe la barre, celui qui la donne redevient tacticien. Mais bon, on se connaît depuis longtemps et c'est assez naturel de le faire entre nous deux, quoi. D'accord. Justement, Kevin, j'allais te poser la question. Le fait que vous vous connaissiez maintenant très bien avec Quentin, ça fluidifie les relations à bord. Vous arrivez à tout vous dire. Ça permet d'accélérer un peu l'apprentissage. Oui, complètement, c'est super. Le fait aussi d'avoir un projet à côté, CLGP, et d'avoir toute la même équipe de navigants, ça accélère vachement les choses.
on a toute cette communication qui est déjà en place, cette cohésion. Certes, c'est comme disait Quentin, on n'a pas le même nombre d'appendices, mais ça reste un bateau volant avec un réglage d'altitude de vol, de cante, et tout ça, on a les automatismes qui sont déjà présents parce que ça fait presque 2 saisons qu'on navigue sur CLGP, et plus toutes les naves effectuées sur la C40, et ça c'était l'objectif, la C40 qu'on a aussi basculé après en format LEC, donc avec le vol manuel. Ça nous a permis de développer tout ça. Et connaissant Quentin depuis 2014, je crois que c'était la premier Tour de France à la voile. Ça fait on se côtoie, on se connaît par cœur, et ça aussi, ça facilite forcément les échanges et les automatismes, et la confiance qu'on a l'un envers l'autre. Quentin en parlait, c'est déjà primordial, et ça c'est nécessaire, hein. Ouais. Quels sont pour vous là les enjeux des prochains jours? C'est maintenant d'arriver à faire un tour complet en mode vol. Sur quoi vous mettez l'accent là sur la navigation en ce moment? Mais c'est pas possible, t'as eu des infos avant. C'est Kevin qui en parlait tout à l'heure. Oh ouais, il y en a plein en parallèle en fait. Effectivement, pour les marins, en fait, ce qui est marrant, c'est que le bateau, il est plutôt plus dur pour les techniciens que le 40. Et à l'inverse, pour nous, il est plus simple, quoi. Il y a plus d'inertie, on a aussi plus de contrôle à bord. Et donc, nous, on n'a qu'une envie, tu vois, aujourd'hui, il y a un peu de vent, c'est d'aller voir un peu, chercher la limite, qui est sûrement un peu plus haute qu'en 40 pieds pour nous. Et puis faire un tour complet, je sais pas, Kep, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est déjà capable de le faire, quoi. D'accord, parce que le format des parcours sur la coupe, c'est des parcours qui sont de quelle longueur? C'est une bonne question. On les a pas encore, mais on va le savoir assez vite parce qu'il y a des entraînements officiels qui sont organisés début août pour régler tout le broadcast et puis aussi faire un peu des feedbacks aux employeurs et à l'organisation sur, comme tu dis, sur la taille du parcours, sur la taille de la box qui va être très importante parce qu'en format match race, sur ces bateaux-là, si la box est petite, ça va faire beaucoup de manœuvres. À l'inverse, si elle est grande, on va devoir placer très précisément une seule manœuvre. Donc, on saura ça début août. Quentin, tous les bateaux maintenant sont à l'eau, hein. Il y en a qui les premiers ont été mis à CS75 ont été mis à l'eau en avril. J'imagine que vous regardez tous attentivement les navigations des autres bateaux, d'autant il y a un système d'espionnage légal entre guillemets qui s'appelle Recon que vous pouvez consulter. Est-ce que au regard de la flotte des 6 bateaux, alors déjà, est-ce que votre bateau est quasiment strictement identique au bateau néo-zélandais? On rappelle que vous avez acheté le design package d'Emirates Team New Zealand. Est-ce que tu trouves des grosses différences entre les designs des 6 AC75? Ouais, Kep te donnera son avis après, mais oui, il y a des grosses différences. Alors après, nous, on a effectivement le design package des Neo Z. Le bateau Neo Z, il ressemblera pas exactement au nôtre. Ils font les choses bien, c'est-à-dire qu'ils attendent l'arrêt du Recon Programme pour lancer leurs derniers artifices, pour être sûr que personne ne voit. Après, nous, je vais te dire les choses très naturellement. On a le meilleur bateau que la France ait jamais eu, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc à partir de là, tu te prends pas la tête, quoi. T'essayes de le développer au mieux et surtout de le faire fonctionner au mieux. Après, il y a d'autres équipes qui paraissent à maturité, quoi. Je dirais Lunarossa, les navigations sont très très propres. Ils ont fait des choix de design, notamment sur les folles, qui sont intéressants. Ils ont avancé leur upstand, monté la charge en plomb juste au-dessus de la surface mouillée, avec une espèce d'ogive là qui est assez qui est assez étonnante. Voilà. Après, moi, le bateau que je trouvais très intéressant, c'était American Magic, parce qu'ils ont les cyclistes à plat, là où nous, on les a debout, et en fait, la majorité des équipes les a debout, parce qu'en théorie,
la perte de rendement elle est de 15% entre debout et à plat. Sauf qu'en discutant avec Slingsby, bon après, il m'a peut-être pas tout dit, mais ça a l'air d'être plutôt marginal la perte. Et puis ils ont surtout une coque qui a une surface projetée plutôt en dessous de tout le monde, et du coup une potentielle drague moindre. Je dis potentiel parce que leurs cyclistes ils sont aussi très très proches de la grand voile avec des trous énormes, donc ça vient perturber tout ça. Puis après dans les comportements, nous ce qui nous intéresse pas mal en ce moment les marins, c'est le pourcentage de percement que chaque équipe fait avec le foil. American Magic ils sortent vraiment beaucoup le foil en ligne droite. Et d'autres équipes comme la Neo Z ou l'Italien ils sont plutôt mesurés là-dessus, ils ont des percements un peu moindres. Et en fait quand on fait varier le percement, on peut accélérer en volant plus haut, mais on augmente aussi le dérapage du bateau, le leeway. Et du coup, c'est toujours une balance à trouver pour essayer d'avoir ça à l'optimum. En plus de ça, plus on immerge la wing, plus on a de moments de redressement, donc plus de puissance. Et à l'inverse, quand on la sort, on va potentiellement plus vite, mais on diminue aussi le moment de redressement. Donc c'est toujours une balance à trouver. Et nous, ce qui est pas mal, c'est vu qu'on a mis à l'eau un peu après, on peut, avec le Recon, s'inspirer des autres. Ouais. Kevin, justement, vous regardez beaucoup ce Recon. À quoi vous avez accès exactement au niveau des performances et des comportements des bateaux concurrents? On a accès à tout ce que l'équipe Recon peut nous offrir. On n'a pas accès aux data. Ouais, d'accord. Ouais. On a accès uniquement à des images, vidéos et photos. Et c'est déjà pas mal parce que notamment les vidéos, tu te rends assez vite compte du comportement du bateau. Quentin le disait, mais voilà, il y a une box rules pour la taille du foil, et tous les foils sont vraisemblablement au maximum de leur ratio, la longueur de leur plan horizontal. Et du coup, on se rend compte, on peut se projeter avec aussi notre foil sur le percement, comme disait Quentin, le percement du foil. On peut se projeter, on peut comparer. Et ça, c'est assez bien de pouvoir comparer ça même avec des vidéos sans avoir les datas. Et après, on étudie pas mal le nombre de manœuvres, leur ratio, leur efficacité de manœuvre. En fait, tout est décrypté par l'équipe Recon de chacune des équipes qui recense à peu près tout ce qu'ils peuvent recenser, le nombre de manœuvres réussies, le nombre d'échecs forcément, un peu leurs avis aussi plus subjectifs sur quand il y a deux bateaux qui se rencontrent, qui a l'ascendant, les changements de voile, les changements et les photos nous permettent d'aller plus en détail sur les choix technologiques des équipes. On n'a pas parlé quand on n'a pas parlé d'Ineos, mais c'est Ineos, je dirais pour moi, c'est ceux qui ont poussé l'hydrodynamique assez à l'extrême, avec des appendices qui sont très extrêmes. Il y a un plan vertical très séparé, très en avant du plan horizontal pour éviter les traînées, pour diminuer les traînées induites. Un safran avec une géométrie assez originale. Voilà, ça nous permet de mettre le doigt là-dessus, et après derrière notre équipe performance, grâce aux photos, on arrive à comparer les surfaces par exemple les surfaces des différents appendices des autres équipes, et les comparer aux nôtres. Et derrière, on espère trouver on essaye de mettre le doigt sur le point fort et le point faible de tel appendice, de telle forme, et tout ça pour après les prendre quand on les rencontrera en duel. C'est jouer un peu sur nos points forts et les prendre sur leurs points faibles. Et tout ça nous permet de se projeter et d'établir des stratégies pour les premiers duels fin août.
Ouais, ouais. Quentin, tu parlais tout à l'heure de la fin du Recon Programme. Il se termine quand? Il y a un moment où il y aura plus de partage du tout? Comment ça se passe exactement? Ouais, exactement. Il se termine à la fin de la semaine. D'accord, ah Et oui. du coup, à partir de ce moment-là, ben, ça devient comme l'ancienne coupe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a De l'espionnage illégal. non, parce que ça c'est pénalisé, mais j'imagine que certaines équipes qu'on réfléchit à faire leur propre recon en étant un peu camouflés. Voilà. Après, je pense que c'était malgré tout une très bonne idée et ça va faire une coupe très très proche en performance, je pense. C'est ce qu'on voit en fait tous les jours dans le recon. Les commentaires de l'équipe du recon, c'est que tous les croisements, on n'a pas le droit de naviguer les uns contre les autres, mais on a le droit de faire des croisements. Donc en fait, bah, des fois ça joue un peu avec la règle et puis les bateaux enchaînent les croisements. Donc nous on n'a pas eu encore l'occasion de le faire, mais toutes les autres équipes l'ont pas mal fait. Et ce qui ressort, c'est que tous les bateaux se tiennent un peu, mis à part Ineos qui a l'air d'aller très vite quand il y a un peu de vent. Comme disait Kevin, en termes d'hydro, ils ont été vraiment chercher un peu les extrêmes. D'accord. Tu parlais justement vous n'avez pas le droit de faire des manches l'un contre l'autre. Ça va durer jusqu'au bout. Il y a pas du tout d'entraînement officiel, de test, de match race entre les bateaux jusqu'au départ de la Coupe Louis Vuitton. Si, si, en fait, il y a 3 entraînements de prévus en août, plus la régate préliminaire. Donc, on va quand même faire pas mal de matchs contre les autres. Clairement, nous, on attend ça avec impatience parce qu'on n'a pas eu la chance, comme d'autres équipes, de faire du 1 contre 1, parce qu'on n'avait pas de deuxième à C40. Donc, on l'a fait sur le simulateur. Je pense qu'on a établi des concepts de régate très clairs dans notre playbook et on est plutôt confiant là-dessus. Et malgré tout, on n'a pas pu le tester en temps réel, donc on va le faire avec les 75 pieds. Ouais, vous venez, Kevin vient de la voile olympique du 4-7, comme il le rappelait tout à l'heure. Toi, tu as fait beaucoup de catamarans, peut-être moins de match race. C'est une culture particulière. Est-ce que tu as l'impression, est-ce que vous suivez un entraînement particulier au match race, aux règles du match race? J'imagine que vous ne faites pas que naviguer. Il y a aussi un gros entraînement à terre sur ça. Pour l'instant, on n'a pas mis un gros curseur sur le match race parce que en fait l'analyse qu'on en a faite de la coupe précédente et de ce qu'on a vu sur le Recon, c'est que en gros c'est des bateaux qui sont vertueux quant à on va dire ce qu'on appelle l'extra speed. Et l'extra speed, c'est-à-dire lancer le bateau, si tu joues le contact, c'est très compliqué, quoi. Donc l'idée c'est plutôt d'être focalisé sur ce point clé, enfin, qui nous apparaît être le point clé et qui se joue dans les 5-10 dernières secondes. Euh, Après des phases de match race, ça va, je veux dire, le match race historiquement ça se joue plutôt au départ et puis après dans le champ, il y a des moves qui peuvent s'opérer, mais le départ avait un poids très important. Là, le départ va avoir un point tout aussi important, mais sauf qu'on va probablement voir moins de moves que sur du match race classique. Par contre, après, une fois dans le champ, on va avoir beaucoup plus de phases de contrôle ou de phases où on va vouloir gêner l'autre bateau. Ça, c'est des choses avec Kevin, on est assez, assez au fait et bon, je veux dire, on n'a pas de crainte particulière là-dessus. Kevin est en train de faire le playbook tactique sur ce point-là. Mais l'idée, encore une fois, c'est des bateaux où tu peux mettre des différentiels de vitesse assez énormes. Et des fois, le positionnement vient après, enfin, le positionnement par rapport à l'autre bateau vient après l'état actuel du tien, quoi. Il faut vraiment essayer d'être proche du VMG pour perdre le moins de mètres possible. Mhm. Kevin, un petit mot sur le plan d'eau de Barcelone. Est-ce qu'il a des particularités? Vous commencez à le connaître maintenant. Oui, il est assez vanté.
On a quand même eu un été avec plutôt de l'air l'été dernier. Là, on a encore une bonne journée aujourd'hui avec une quinzaine de nœuds avec des rafales à 20 nœuds, donc ça va encore envoyer et pas mal de mer. Au final, c'est un plan d'eau qui est pas si protégé que ça. Moi, je suis assez sensible au mal de mer, donc j'ai déjà lâché quelques galettes ici sur ce plan d'eau. Mais voilà, ouais, je pense par rapport à l'édition précédente qui était à Auckland, c'est l'état de mer qui fait, je pense qui va vraiment faire la différence sur le maniement aussi du bateau, comment appréhender de faire voler un bateau à 40 nœuds dans un mètre de houle et parfois plus. Et ça va par rapport à l'édition précédente, je pense que ça va être assez différent. Les bateaux, je sais pas, la manière de gérer, la manière de manipuler ces bateaux-là sur les équipes présentes à Auckland, je pense que tout le monde va faire évoluer ce maniement vers de la gestion dans de la houle. Ça, c'est pas simple. Pour l'instant, on n'a pas encore vécu une journée. On a vérifié le 9e jour de course, le 9e jour de navigation. On a eu 70 centimètres de houle maximum. On n'a pas encore connu vraiment les grosses la houle formée, mais c'est vraiment un défi. Ouais, c'est un défi de le faire voler dans de la mer et on y sera confronté. Donc il faut qu'on apprenne à gérer ça et ça va être le défi. Voilà, c'est ça. Je dirais pour résumer le plan d'eau, c'est quand même très houleux, tout le temps une petite mer formée, quelle que soit la direction du vent, il y a un petit clapot, voire de la houle. Quentin, pour finir, avant de vous libérer, parce que vous allez justement naviguer dans les 15 nœuds dont parlait Kevin à l'instant, tu disais tout à l'heure que la France n'a jamais eu un aussi bon bateau sur la Coupe de l'Amérique. Est-ce que ça veut dire que la France n'a jamais eu d'aussi bonne chance de performer sur la Coupe de l'Amérique? Est-ce que quand tu regardes un peu le plateau et la préparation, tu te dis que vous avez des bonnes chances de faire un résultat sur cette 37e coupe comme on vous le souhaite. Ouais, alors après, j'ai pas une culture parfaite de l'histoire de la France sur la Coupe d'Amérique, mais j'écoute un peu les anciens, des gens comme Bruno Dubois ou Stéphane Candler ou même Thierry Péponnet, l'oncle de Kevin, ou Franck Hamas. Je sens qu'il voit très bien il y a quelque chose de spécial dans cette campagne. Aussi et surtout parce que, comme je te l'ai dit, on a un bateau très pointu qu'on n'aurait jamais pu avoir si on n'avait pas signé ces plans. Et encore une fois, je tire mon chapeau à Stéphane Candler et Bruno Dubois parce que c'était pas mince à faire. Et ensuite, je crois que les marins en France ont rarement eu l'occasion de switcher entre un circuit comme CLGP et la Coupe de l'Amérique. Et ça nous permet d'être pointu dans notre technique, dans nos analyses, dans la manière qu'on a de progresser, de se remettre en question. Et voilà, ça me fait dire que certes, j'ai envie de dire une fois de plus, on n'a pas les plus gros moyens dans cette compétition. Par contre, on a des moyens qui sont viables et honorables. Et surtout, on a les outils qu'il faut pour performer. Et je suis persuadé, et si tu poses la question à n'importe qui dans cette base, on est tous persuadés qu'on a de très bonnes chances de performer sur cette coupe. Vous êtes l'équipe au complet maintenant? Vous êtes combien sur la base à Barcelone? Ouais, on est 120 maintenant. Donc ça fait pas mal de monde. Je dis souvent, faut se rendre compte qu'il y a Challenge Racing ou Orient Express Racing Team au mois d'août dernier, on était 25-30. Maintenant, on est 120. Donc c'est aussi une croissance qu'il faut savoir gérer, organiser, s'assurer que la vision est bien poussée dans tous les membres de l'équipe et qu'on garde voilà cette unité et que l'institution elle continue d'avancer quoi. Mais c'est intéressant.
Eh bien, très bien. Ben, merci à tous les deux d'avoir pris le temps avant d'aller naviguer de répondre à mes questions. C'était super intéressant. On vous souhaite un bon Grand Prix à New York. On rappelle 12e Grand Prix de la saison de CLGP le week-end prochain, avant un retour à Barcelone pour préparer cette 37e Coupe de l'Amérique qui démarrera donc fin août. Merci à tous les deux et quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un 170e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!